Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la plus extraordinaire et la plus importante opération militaire aéroportée de l'histoire commence à se dérouler dans le plus grand secret. La 82e division aéroportée américaine, la 101e division aéroportée américaine et la 6e division aéroportée britannique, qui se sont envolées de Grande-Bretagne, sautent en parachute en arrière des plages du débarquement, en Normandie. Sainte-Mère-Église doit être libérée par les parachutistes des 82e et 101e Airborne dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Beaucoup ont touché le sol loin du point d'impact prévu. De nombreux planeurs se sont écrasés à l'atterrissage. La ville est libérée à 4h30 par les parachutistes du 505e régiment de la 82e division aéroportée. Quand le jour se lève, les côtes normandes sont enfin en vue. Mais la météo n'est pas formidable et la fumée des explosions se mêle aux murs de fumigène destinés à masquer le plus longtemps possible l'approche des navires. Puis, c'est le moment du transfert depuis des navires de fort tonnage stoppés au large vers les petites embarcations du débarquement qui doivent amener les soldats sur les plages. Pour préparer leur arrivée sur le sol de France, l'artillerie de marine poursuit ses tirs incessants et destructeurs. Dans une mer mouvementée, plus de 150 000 hommes sont transportés vers le front qui s'étend sur 80 km de côte. Beaucoup, en plus de l'angoisse, doivent supporter le mal de mer. Les secteurs de débarquement sont repérés par des noms de code. Utah et Omaha pour les Américains en partant du Cotentin, Gold, Juneau, Sword pour les Anglo-Canadiens en allant vers l'embouchure de l'Orne. Ils sont souvent obligés de sauter dans l'eau avant de pouvoir atteindre la terre ferme sous les tirs ennemis des canons et des mitrailleuses camouflées dans les bunkers qui forment le mur de l'Atlantique. Sous l'eau, des mines sont posées en haut des pieux de bois. Au contact des coques des embarcations, elles explosent. Une fois arrivés sur la plage, il faut la traverser en courant à découvert. Les soldats sont fauchés par les rafales ennemies. Utah Beach est située sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont. La commune est libérée le 6 juin par les éléments du 501e parachutiste de la 101e division aéroportée américaine, commandée par le capitaine Patch, qui a reçu pour mission de dégager la sortie de la plage pour la 4e division qui débarque. Face à eux, le 6e régiment de parachutistes allemands offre une très forte résistance. Sur Omaha Beach, c'est l'hécatombe pour les GIs. La mer est rouge de leur sang.
C'est ce qui lui donnera son nom d'Omaha, la sanglante. Malgré la résistance des Allemands et des pertes importantes en hommes et en matériel du côté allié, le débarquement est une réussite. Le 6 juin 1944, 5339 navires participent au débarquement et près de 176 000 hommes débarquent en 24 heures sur les plages normandes. Si la tête de pont est très fragile au soir du 6 juin, l'arrivée des renforts se poursuit. La libération de la France a commencé. Pour s'abriter les premières nuits, chacun doit creuser son trou à l'aide de la pelle comprise dans chaque équipement individuel. Il est également nécessaire de nettoyer les fusils à cause de l'eau de mer, du sable et de la poussière. Les morts sont comptabilisés et identifiés. Les blessés sont regroupés près des postes de secours parce qu'il n'y a pas encore d'hôpitaux de campagne. Beaucoup sont évacués sur les navires restés en haute mer pour y être soignés ou pour être renvoyés dans les hôpitaux en Grande-Bretagne. Les prisonniers sont également regroupés et évacués par mer. Les reporters sont traités selon le même régime que les combattants. Ils doivent creuser leur trou pour y dormir enroulés dans leur couverture. Ils se nourrissent des mêmes rations. En secteur américain, du fait de l'étendue des plages de sable et de l'absence de communes en bordure de mer, les opérations de débarquement se font à très grande échelle. Les LST peuvent venir se poser sur la plage puis repartir à marée haute une fois vidés. Le 7 juin, les têtes de pont sont établies sur les 5 plages. Mais contrairement aux prévisions alliées, elles ne sont pas reliées entre elles et Caen n'est pas prise, même si la ville a été atteinte le 6 par des éléments canadiens. À partir du 9 juin sont installés et rendus opérationnels les premiers aérodromes alliés sur le sol français. Amfreville est une des zones d'atterrissage de la 82e Airborne dans la nuit du 5 au 6 juin. Avec les inondations des marais, le rassemblement des éléments est difficile et dure jusqu'au 10 juin. Amfreville est libéré le 12 par le 357e régiment de la 90e division US. Courbeville est située au nord-ouest de Sainte-Mère-Église. La bataille est intense dans ce secteur du 13 au 15 juin. La commune est l'objectif de la 90e division US. Les 357e et 358e régiments la libèrent le 15 au prix de très lourdes pertes dans les chemins environnants du fait des guet-apens tendus par l'ennemi. Les attaques contre la commune de Courbeville durent encore plusieurs jours. Des GI observent un P-47 Thunderbolt qui s'est craché dans un champ. Il porte sur ses ailes les bandes blanches caractéristiques pour les opérations du jour J.
Après la bataille, les civils sont sollicités pour collecter les cadavres ennemis qui jonchent le sol, au milieu du matériel détruit. Les dépouilles allemandes sont chargées dans un camion pour être évacuées. Le 128e hôpital d'évacuation américain débarque à Utah Beach le 10 juin à 15h30 pour s'installer près de Boothville, à 10 km de la côte, où il doit rester jusqu'au 22 juin. Un laboratoire permet d'effectuer sur place les analyses nécessaires. Le flux des blessés à traiter est constant, beaucoup doivent être opérés. Le temps de décharger le cargo, l'hôpital peut réellement fonctionner à partir du 12. Une partie du matériel est stocké dans un champ, au Grand Chemin, près de Utah Beach. Le 261e bataillon médical est chargé de transporter les blessés vers les LST et les navires hôpitaux en vue de leur retour en Angleterre. Les 400 lits de l'hôpital sont surchargés du fait du défilé incessant des blessés. Les ambulances se suivent, les brancardiers n'arrêtent pas. Pendant les 2 premières semaines en Normandie, 360 des 3200 patients traités ont dû être opérés. L'équipe chirurgicale travaille 12 heures par jour, aidée par des auxiliaires, ce qui permet d'opérer 24 heures sur 24. Les cas les moins urgents doivent patienter pour être opérés. La première armée américaine doit utiliser des camions supplémentaires pour les opérations et les radios au rayon X. 40 ans est l'objectif de la 101e division aéroportée américaine le 6 juin. Rommel a confié ce secteur au 6e régiment de parachutistes. Les marais ont été inondés par l'ennemi pour entraver la progression en cas d'un débarquement en Normandie. La ville n'est reprise à l'ennemi que le 12 juin, après d'âpres combats. Ces soldats traversent la ville à pied, croisant les blindés amis, stationnés dans les rues. Ils ne croisent que de très rares habitants, font une pause méritée au soleil. Certains ont récupéré des motochenilles allemandes, pendant que d'autres patrouillent à cheval. Un Allemand isolé, fait prisonnier, traverse la ville sous bonne escorte. Le monument aux morts, lui, est indemne. Après la libération de la ville, les civils aident les services du Signal Corps à remettre en état les lignes téléphoniques. Ceux qui sont du métier et équipés montent au poteau pour décrocher les vieux câbles et accrocher les nouveaux, pendant qu'au sol, d'autres enroulent et déroulent les câbles. La coordination technique entre civils et militaires semble se passer pour le mieux. Le 17 juin, une grande cérémonie est organisée par les Américains qui remettent des décorations prestigieuses, dont la Silver Star, en présence des personnalités de la ville et des habitants. Les services médicaux doivent aussi prodiguer des soins d'urgence sur le terrain. Ici, ils suturent le visage ensanglanté d'un GI avant de l'évacuer. Le 12 juin, Saint-Marcouf est libéré par le 39e régiment d'infanterie US. Le 14 juin, vers 20 h, Saint-Hilaire du Harcouët est bombardé. Le 15 juin,
Kinneville est repris par la 9e division d'infanterie US. Le 17 juin, les Américains atteignent la côte ouest du Cotentin à Barneville-Carteret. Ils isolent ainsi les troupes allemandes du nord Cotentin du reste du front ennemi. Saint-Sauveur-le-Vicomte, quasiment détruit et libéré. La 82e division aéroportée a repris la commune, sans cesser le combat depuis le 6 juin. Le 18 juin, les Américains traversent la Douve sur le pont Belley qu'ils viennent de construire. Les GIs profitent d'un instant de répit dans la bataille pour faire leur toilette avec les moyens du bord. Un convoi est anéanti dans la gare. L'ennemi a abandonné une partie de ses convois hippomobiles dans sa fuite, ainsi que des armes. La progression dans les ruines et les cratères de bombes n'est pas facile. Un pont flottant a aussi été mis en place sur des canaux pneumatiques. Il permet le passage des véhicules alors que les bulldozers déblaient les ruines. Les panneaux indicateurs allemands ne sont plus que de mauvais souvenirs de 4 années d'occupation. Les Américains sont aussi à l'affût des snipers qui pourraient être cachés dans les greniers ou dans le clocher de l'église.
Ces vues aériennes montrent à quel point Saint-Sauveur a souffert de la bataille. Ruines, ponts coupés, tout est à reconstruire. Les 17 et 18 juin, la 9e division d'infanterie et la 82e division aéroportée du 7e corps américain réussissent à prendre Barneville et Port-Bail. Elles coupent ainsi la presqu'île en deux et isolent environ 40 000 Allemands au nord. Brickbeck est libéré le 18. Du 19 au 21 juin, la 79e division américaine libère Valognes. Le petit Versailles normand a été bombardé le 6 juin à 14 h, puis les 7 et 8 juin. Le patrimoine architectural de la ville, entre autres ses hôtels particuliers de l'Ancien Régime, est réduit en miettes. Près de 300 morts sont dénombrés. Depuis le 10 juin, la 77e division allemande s'est positionnée dans le secteur et résiste. Maintenant, le génie américain doit frayer un passage dans les ruines. Il prête main forte à des habitants qui tentent de dégager les décombres de leurs maisons. L'église Saint-Malo menace de s'écrouler, il faut la dynamiter et déblayer au bulldozer et à la pelleteuse. Des pans de murs sont prêts à s'écrouler, les Américains y accrochent des câbles et tirent pour les effondrer. Cherbourg représente 10 km de côte fortifiée et compte environ 40 000 Allemands. Ce port en eau profonde est un objectif primordial pour les Alliés. Sa rade est protégée par 4 batteries et 6 forts. De nombreux autres protègent toute la ville. Le 21 juin, le général Collins lance son ultimatum aux Allemands, qui restent sans réponse. Le 7e corps d'armée US lance l'assaut le 22, soutenu par l'aviation et la flotte.
Les batteries côtières ennemies répliquent, touchant les navires Glasgow et Texas. Les hauteurs de la ville sont prises le 23 juin. Les combats de rue violents débutent le 25. Les Allemands détruisent un maximum d'infrastructures dans le port. La garnison du fort du Roule se rend le 25. La garnison allemande de Cherbourg, dirigée par le général von Schlieben, devait tenir la place coûte que coûte sur ordre d'Hitler. Elle doit se rendre, avec l'amiral Hennecke, au général américain Eddy, en sortant de son refuge souterrain. Elle signe sa capitulation au château de Servigny le 26 juin, devant le général Collins qui a installé son PC. Celle de l'Arsenal se rend le 27 juin. Comme le général Collins, les reporters montent alors au fort du Roule d'où ils dominent toute la ville et le port en piteux état. La gare maritime est anéantie. Pour fêter cet événement majeur de la bataille, les reporters de Jack Lieb posent devant la caméra. Maurice Schumann, une des voix de la France libre à la BBC, qui a débarqué le 6 juin avec le 41e commando britannique, participe à la fin de la bataille du Cotentin en tant qu'officier de liaison auprès de la 79e division américaine. Il reçoit la reddition de l'arsenal de Cherbourg, puis hisse le drapeau français que lui remet une Cherbourgeoise. Blessé légèrement à Équeurdreville, il participe néanmoins à la cérémonie organisée pour fêter la libération de Cherbourg. Des Cherbourgeois saluent timidement leur libérateur et leur offrent des fleurs. Le docteur Renaud, maire de la ville, prononce un discours au micro de la BBC en présence du conseil municipal et du général Collins, libérateur de la ville. De nombreux reporters sont présents pour capter cet événement. En ville, les Allemands qui se sont rendus à l'Arsenal avancent sous bonne escorte et traversent Cherbourg. Filmés par l'équipe de Jack Lieb, équipée de caméras avec des films en couleur comme George Stevens. Certains officiers conservent toute leur fierté malgré la défaite. Les prisonniers empruntent la rue Christine. Cherbourg est libre, mais la bataille de Normandie est loin d'être terminée. L'artillerie américaine poursuit ses tirs sans perturber les agriculteurs qui ont repris les foins. Au fur et à mesure que le front progresse, des aérodromes sont créés pour que les avions alliés puissent accompagner les unités au sol, chassant les convois ennemis sur les routes, mais aussi bombardant des positions qu'ils jugent stratégiques. Villes et habitants de la Manche en font malheureusement souvent aussi les frais. Le 30 juin, tout le Cotentin est sous contrôle américain. Sur les plages, les traces de l'occupation et du mur de l'Atlantique sont toujours là. De nombreux tétraèdres en ciment installés par l'ennemi sont restés en place. Des bunkers équipés de tourelles de canon sont intacts. Un rideau d'acier constitué de l'assemblage de barrières belges protège un morceau de plage. Des tranchées couvertes de feuillage n'ont pas bougé. D'autres blocos ont souffert des bombardements et les canons ont volé en éclats. Les blocs de béton renforcés de ferraille jonchent le sol, tandis que le poste de direction de tir qui domine la mer ne semble pas avoir souffert. Produits par les forts de guerre, des milliers de Liberty Ships font escale à Cherbourg pour amener du matériel, des munitions et des vivres. Des locomotives et des wagons arrivent ainsi dans les entrailles des navires,
des systèmes évolués de déchargement sont mis en place dans le port pour sortir tous ces matériels lourds. Les locomotives sont soulevées par grue et les wagons sortent directement par convoi sur des rails qui se raccordent des quais aux cales. Pour ravitailler les unités en carburant, Lord Mountbatten a une idée de génie. Installer un pipeline en mer pour y faire passer l'essence. C'est l'opération Pluto, c'est-à-dire Pipeline Under the Ocean. Ce système est mis en place entre l'île de Wight, où sont installées les stations de pompage, et Cherbourg-Kerqueville. 6 pipelines, soit 120 km de tuyaux, amènent quotidiennement 1 million de litres de carburant. Les tuyaux terrestres sont installés au fur et à mesure que le front progresse vers l'intérieur du territoire pour rester au plus près des besoins. Ils sont d'ailleurs souvent percés par les habitants qui vont y chercher de quoi alimenter leurs véhicules ou matériel. Les fuites et pertes sont parfois importantes. De temps en temps, le carburant qui s'écoule sur le sol prend feu et crée des incendies qui sont parfois difficiles à maîtriser. Cerisy-la-Forêt est libérée le 12 juin par le 38e régiment de la 2e division d'infanterie américaine, dite Indian Head. Courant juin, le sergent-chef Bernard Dargols est photographié avec Marie-Jeanne Brassard, à la demande d'un reporter du Signal Corps. La jeune fermière en sabots et les deux GIs feront la une des journaux américains le 1er juillet 1944. Le 2 juillet, le général Eisenhower, accompagné de généraux dont Bradley, rend visite à la 2e division d'infanterie. Son PC est installé sous les arbres, près de l'église de Cerisy. Il discute avec le général qui la commande, puis s'entretient avec des hommes qui la composent. Le 7 juillet, à RL, au sud-est de Saint-Jean-de-Dey, des Allemands se rendent aux Américains, marchant devant une Jeep et suivis d'un MP. Ils portent déjà les étiquettes américaines d'identification. Ce hameau est stratégique car il permet le passage sur la Vire de la 30e division américaine du général Hobbs sur le pont de pierre qui n'est pas complètement détruit et qui est réparé par le génie US. La haie du Puy est située à un carrefour stratégique sur la route de Cherbourg à Coutances. Après la prise de Cherbourg, la 353e division d'infanterie allemande s'est installée sur les hauteurs aux alentours. Bradley confie cet objectif au 8e corps US du général Middleton. Les 79e et 90e divisions américaines combattent avec acharnement au mont de Deauville et Étanclin, subissant de lourdes pertes. La 82e Airborne atteint ce secteur dans la nuit du 4 au 5 juillet, alors qu'elle combat depuis le 6 juin. L'artillerie américaine vise la ville et touche le clocher servant de poste d'observation ennemi.
il est décapité. Les combats de rue se déroulent jusqu'au 8, de maison en maison, dans des rues labourées par les bombardements. Le 9 juillet, la ville est enfin prise par les 79e et 8e divisions américaines. Alors que les équipes du Signal Corps passent leurs câbles téléphoniques, la ville venant juste d'être libérée, les derniers soldats allemands se rendent et sont rassemblés contre le mur de l'église. Montebourg est pris le 12, perdu le 14, repris le 19 par la 4e division d'infanterie du 7e corps d'armée. Le jour de la fête nationale est fêté de manière triomphale à Cherbourg. 1939, 2 months before the outbreak of war, have European Frenchmen openly celebrated Bastille Day. But here in liberated Cherbourg, July 14, 1944, was a scene of reverent and thankful celebration. American troops accepted the invitation to join the celebration. A unit of the French forces of the interior made an appearance. Comme dans d'autres villes normandes libérées, l'harmonie lyrique se joint à une fanfare américaine. Elle participe à la cérémonie en présence du maire, du conseil et de nombreuses personnalités, dont François Coulet, l'amiral d'Argentlieu et M. Lebas, nouveau préfet de la Libération. Highlight of the ceremony was the renaming of the public square. Henceforth, it will bear the name of the first French leader to repudiate collaboration with the Nazis. Later, the celebration struck a gayer note, and by next Bastille Day, all of France will be able to dance and sing again. Le 16 juillet, des navires de transport de matériel et d'approvisionnement peuvent enfin débarquer à Cherbourg. Le 17 juillet, Rommel est mitraillé dans sa voiture sur une route de Normandie par un avion allié. Il est sérieusement blessé. Les Américains pénètrent dans Saint-Lô, qui n'est déjà plus qu'un champ de ruines. Depuis le début de cette attaque, le 11 juillet, 6000 Américains ont donné leur vie. Les 18 et 19 juillet, la 29e division d'infanterie US libère enfin Saint-Lô. La ville de Saint-Lô brûle pendant un mois, détruite à 90%.
Le 18 juillet, un drapeau américain recouvre le corps sans vie du major Howe, du 116e régiment, qui avait reçu pour mission de prendre Saint-Lô. Ces hommes l'ont déposé dans les décombres de l'église Sainte-Croix. Le 18 juillet, dans un champ situé à l'orée des bois de Cerisy, les services techniques américains ont installé un étrange chantier en plein air. Des tétraèdres métalliques, obstacles en acier que les Allemands avaient installés sur les plages de Normandie pour ralentir les assaillants en cas de débarquement, ont été amenés en grande quantité. La peinture qui les recouvre est grattée, puis ils sont découpés au chalumeau selon des plans précis. Les pièces sont ensuite assemblées et soudées en forme de larges fourches, composées d'une traverse et de doigts d'acier pointus. Un support est fabriqué puis soudé à l'avant des chars, puis la bêche est mise en place. Pour effectuer le test d'efficacité, un char s'élance vers un talus à pleine vitesse. Il le franchit avec succès en arrachant la haie. Ainsi vient de naître le char bêche Rhinocéros. Ce système est éprouvé pour les chars légers et les Sherman. Le 20 juillet, un attentat contre Hitler échoue. Il aurait pu changer le cours de la guerre. Le 21 juillet, le port de Cherbourg recommence à fonctionner après avoir été remis en état par les Américains avec une extrême efficacité. Entre le 21 et le 24 juillet, des pluies anormalement importantes pour la saison s'abattent sur la région, gênant les opérations à cause des inondations et du terrain boueux qui rend la progression des véhicules très difficile. Le 26 juillet, Marigny, Saint-Gilles, Canisy, Gourfaleur sont libérés. Marigny, qui a reçu des mannequins parachutés par les Américains dans la nuit du 5 au 6 juin pour simuler un largage de parachutistes et tromper l'ennemi, se trouve sur la ligne de front à partir du 25 juillet, dans le cadre de l'opération Cobra. La ville, touchée par un mitraillage le 7 juin, est surtout détruite par le bombardement du 13. Marigny est l'objectif de la première division, qui s'en empare le 27 juin, après 2 jours de combat jusque dans les maisons. Le 14 juillet, la Big Red Ram est relevée par la 5e DI et est rattachée au 7e corps en vue de l'opération Cobra. Associée au 2e et 3e DB pour l'exploitation de la percée, elle traverse Marigny le 27, puis se dirige vers Coutances. L'opération Cobra est lancée par les Américains le 25 juillet dans le sud du Cotentin. Elle débute avec des bombardements massifs et systématiques des lignes ennemies.
Dès le 27 juillet, le front allemand s'effondre dans le sud Cotentin. La percée d'Avranches commence. La progression reprend ensuite vers Pont-Brocard, où la résistance allemande est forte. Puis ce sont des groupes entiers de prisonniers qui se rendent. Ils sont emmenés sous bonne escorte, traversant le village en ruine. Ils sont ensuite fouillés et interrogés. Certains sont très jeunes. Les médecins allemands assistent les Américains pour secourir les blessés, dont plusieurs SS couchés au sol qui sont en train de se restaurer. Ensuite, la 2e DBUS pénètre dans Notre-Dame de Senilly avec ses chars bêches. Ce secteur est aussi miné et le génie doit s'employer une nouvelle fois à nettoyer le terrain. Le général Patton, commandant la 3e armée US et portant son célèbre pistolet à crosse de nacre, rend visite au général Montgomery à Creully, au QG du 21e groupe d'armée. Il plaisante avec le major général Francis de Guingamp, chef d'état-major de Montgomery. Saint-Denis-le-Gast, situé au sud-est de Coutances, sur la route de Tessy-sur-Vire à Bréal, est atteint le 27 juillet par des éléments de la 2e DBUS qui sont obligés de se replier un moment sous la pression ennemie. Les hommes du général White font face à 1 millier de soldats ennemis équipés de tanks qui tentent de quitter la poche de Roncey. Une de leurs colonnes blindées est anéantie par les Américains. Lorsque le général Brooks, commandant la 2e DBUS, pénètre dans Saint-Denis-le-Gast avec sa Jeep, il rencontre quelques habitants. On sollicite leur aide sur une carte. Le dialogue se noue avec les libérateurs. Les blindés, stationnés autour de l'église, repartent. Un char ami finit de se consumer dans une rue. Ses occupants, décédés, gisent près de la carcasse en feu. Au pied du monument aux morts, un infirmier américain soigne une fillette blessée, mais souriante, pendant qu'un GI fait le plein en eau. Les Allemands ont aussi abandonné du matériel dans leur fuite. Le 28 juillet, les Américains entrent dans Périers dont il ne reste pas grand-chose. La ville a été labourée par les bombes, comme tant d'autres. Anéantie par les bombardements les 8 et 13 juin, la ville a été désertée par ses habitants, qui se sont réfugiés dans la campagne aux alentours. Périers a été au cœur de la bataille pendant plusieurs semaines, avant d'être libéré le 28 par le 359e régiment de la 90e division américaine, lors de l'opération Cobra. Très rapidement, les équipes du génie américain ont déblayé une partie des gravats afin de tracer une rue au milieu des ruines, voie indispensable à la poursuite de la progression alliée. Aussitôt, les blindés américains peuvent traverser la commune. Au pied de l'église, dont le mur est criblé d'impacts de projectiles, les prisonniers allemands, dont des SS, sont affalés et endormis, sous la surveillance de GIs et de MP, avant d'être évacués en colonne, sous le regard réjoui de Normandes libérés.
Coutances a été bombardée le soir du 6 juin à partir de 20h15 en 4 vagues successives qui ont entraîné la fuite de ses habitants vers la campagne, mais aussi les ruines et les morts, dont 12 religieuses au couvent du Sacré-Cœur avec la mère supérieure. Les équipes d'urgence ont été débordées. La gare, la commandanture sont détruites, comme de nombreuses maisons. En plus des morts et des blessés, beaucoup d'habitants ont été enterrés dans leurs caves. Une centaine de corps ont été inhumés le 9 juin. La ville subit un nouveau bombardement, incendiaire cette fois, dans la nuit du 13 au 14 juin, qui détruit entre autres les nouvelles galeries et la pharmacie La Forest, près de la cathédrale. Le Palace Cinéma et le dôme de la cathédrale brûlent aussi. L'hôpital est alors évacué vers Coutainville. Un convoi de chars et autres véhicules américains de la 4e division progresse sur le boulevard Alsace-Lorraine, au milieu des ruines, croisant une jeep qui revient chargée de prisonniers. Les fantassins avancent vers le front, en direction du sud. Alors que les blindés américains de la 4e division traversent Coutances, reprise à l'ennemi, une visite surprise attend les équipages. Le général Patton, un instant arrêté pour discuter avec un de ses GIs, reprend sa progression, debout dans sa Jeep, et remonte la colonne au garde à vous. Son PC est tout proche. Place du parvis de la cathédrale, le petit portail sud, sur la droite, a été détruit par les bombes. Il ne reste que les murs des nouvelles galeries incendiées. À l'angle sud-est du parvis de Notre-Dame, le supérieur et le directeur du grand séminaire, les chanoines Mignot et Gazangel, accompagnés de 2 séminaristes secouristes, parcourent les ruines. Sur le parvis, au pied de la cathédrale, le chanoine Lepoil marche au milieu des matériaux arrachés par les bombes aux bâtiments environnants. Nouvelle rencontre un peu plus loin, entre les soldats alliés et un groupe d'ecclésiastiques qui n'ont pas fui les bombes. George Stevens arrive à Coutances, libéré le 28 juillet par la première armée US. Il découvre une ville en partie détruite mais surtout vidée de sa population. Elle porte les traces de la bataille. Cependant, il rencontre au hasard des rues 2 hommes sortis de nulle part qui se présentent à leur libérateur avec des bouquets de fleurs. Plus loin, des habitants traversent la ville en transportant dans des brouettes tout ce qui leur reste. Alors qu'un convoi américain traverse la cité, un des véhicules saute sur une mine. Tout le convoi stoppe aussitôt. Une Jeep est pulvérisée. Un de ses occupants est tué sur le coup, l'autre grièvement blessé. Les ambulanciers se précipitent comme à leur habitude pour lui porter secours, arrêtent les hémorragies, puis le chargent sur un brancard pour le mener dans une ambulance et l'évacuer vers un hôpital de campagne. Aussitôt, les démineurs sont appelés pour vérifier la présence de mines dans le secteur. Une fois le terrain contrôlé, la marche en avant des colonnes blindées reprend dans la poussière de l'été.
Depuis le début de la bataille, les Allemands se rendent par milliers, comme ici, dans le secteur de Coutances. Des convois de camions les transportent vers des camps provisoires. Beaucoup sont envoyés en Grande-Bretagne. La 3e division rassemble des prisonniers, les fait monter dans un camion, puis les emmène vers un site provisoire de rassemblement situé dans la cour d'une ferme des environs de Coutances. Étiquetés, après avoir été fouillés, ils restent assis par terre, sous la garde d'un MP. Certains sont employés par les Américains à diverses tâches de logistique, comme ici au chargement de jerrycans d'essence, en vue du ravitaillement des véhicules alliés au front. Gavray a été bombardé une première fois le 5 juin 1944 à 3 heures du matin. Les habitants ont reçu un ordre d'évacuation le 7 juin. Le pont sur la Sienne ouvre le passage vers le sud de la presqu'île du Cotentin. Les Alliés bombardent de nouveau le 17 juillet sans toucher le pont. Lors de l'opération Cobra, les Allemands l'empruntent pour refluer devant la progression américaine. Ils le minent le 29 juillet. Quand les premiers éléments de la 3e DB américaine y arrivent le 30, le pont est détruit. L'ennemi défend bien la ville depuis les hauteurs des alentours. Des corps à corps ont lieu. Rapidement, un pont portatif préfabriqué de type Bailey est installé, alors que les véhicules continuent de passer plus loin, dans la rivière. Le pont Bailey a été développé par le Britannique Donald Coleman Bailey pour les besoins du génie militaire des armées alliées. Ce prototype de pont à colombage, d'une force portative de 40 tonnes, est composé de sections en acier assemblées par des boulons à écrou et des tenons. Chaque section a une hauteur de 1,52 m, une longueur de 3,05 m, un poids de 272 kg et peut être porté par 6 hommes. Permettant une portée maximale de 60 mètres, il n'exige ni outillage spécial ni équipement lourd pour sa mise en place. Ces éléments sont assez petits pour être transportés par camion et le pont est assez solide pour autoriser le passage des blindés. Par rapport au pont traditionnel, le temps de montage est très réduit, de l'ordre de 20 heures. Durant la bataille de Normandie de 1944, au moins 1000 ponts Bailey sont montés. Au hasard d'une rencontre, ces 3 prisonniers SS ont l'air d'être bien sympathiques avec leur sourire et leur uniforme impeccable. Sans doute les combattants et reporters américains ne font-ils pas encore la différence entre ces unités et celles de la Wehrmacht, l'armée régulière allemande. Les habitants s'approchent des GIs parfois avec prudence. Souvent, ils fraternisent avec eux et tentent de les renseigner malgré leurs difficultés de compréhension à cause de la langue. À Bréal, la 6e DB US arrivant de Coutances entre dans la ville où elle fait de nombreux prisonniers. Une jeune femme salue le défilé des tanks destroyers du général Gros. Ils arrivent par la route de Coutances et franchissent la chicane allemande qui a été dégagée. Près de l'église, les habitants se précipitent avec des fleurs vers les camions des GIs, alors qu'une jeep de la 6e DB remonte le convoi. Un des camions arrêtés place de l'église décharge ces prisonniers allemands gardés par les MP qui les pressent d'avancer. Beaucoup sont d'origine mongole, car ils ont été enrôlés de force par les Allemands sur le front de l'Est. À Langrone, sur la route départementale D13, un convoi de la 17e division SS Panzer Grenadier est attaqué et une dizaine de véhicules est mise hors de combat. La colonne compte aussi des véhicules de la Wehrmacht qui font partie des éléments ennemis tentant de s'échapper de la poche de Roncé. Après Bréal,
La 6e DB-US libère Donville, puis Granville. Les libérateurs sont acclamés et couverts de fleurs. L'ennemi a fait sauter ses stocks de munitions et les digues avant de fuir. Sur le port, en partie détruit lors de la fuite allemande, on distingue un cadavre sur un brancard. Les Américains sont en train de contrôler les prisonniers, puis de les faire monter dans des camions pour les évacuer. La colonne est stoppée en bas de la descente de Granville, près du casino. Des hommes du 28e régiment d'infanterie de la 8e division d'infanterie US du général Stroh progressent dans une rue, acclamés par les habitants, dont certains leur offrent du cidre à boire. Au milieu de la rue, un camion allemand Opel Blitz, appartenant au bataillon de flak de la division Das Reich, a été détruit et abandonné. À Sartilly, les habitants, dont l'abbé Lefranc, acclament les libérateurs de la 6e DB qui foncent vers Avranches. Le 31 juillet, Avranches est aussi libérée. La ville, située en hauteur et encadrée entre les rivières Sélune et Sé, est une position stratégique pour l'entrée en Bretagne. Le 1er août, les convois de la 3e armée du général Patton traversent la ville.
La route nationale mène vers Pont-Aubeau, dont le pont est intact alors que la commune est détruite. Certains bâtiments détruits rappellent les bombardements des 7, 8 et 10 juin. Les 4e et 6e DB américaines, qui viennent d'être rattachées à cette 3e armée, peuvent désormais foncer au sud, vers la Mayenne et la Sarthe, et à l'ouest, en direction de la Bretagne. En ville, de rares habitants croisaient les éléments américains et les saluent, heureux et reconnaissants d'être libérés. La percée d'Avranches est une étape décisive, car le Cotentin est maintenant désenclavé. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, les asperges de Rommel plantées pour empêcher l'atterrissage d'avions continuent de se dresser. Stevens rencontre des habitants curieux et réjouis de voir une caméra les filmer. Étonné sans doute également de rencontrer ces libérateurs étrangers qui parlent une langue incompréhensible. Les libérateurs s'installent bientôt aux terrasses des cafés, discutent avec un jeune garçon, dictionnaire en main, pour tenter de se comprendre. Le Mont n'a pas été touché par la bataille. L'équipe de Jack Lieb lui rend également visite. Visiblement, l'hôtel de la mère Poulard est déjà célèbre avec sa fameuse omelette. Qui croirait, en voyant ces séquences, que la guerre se déroule à quelques kilomètres? Ernest Hemingway, correspondant de guerre du magazine Collier's, est de la partie, accompagné de charmantes américaines. C'est un moment de détente pour ces reporters de guerre. Le 2 août, les habitants de Granville décident de prêter main forte à leurs libérateurs. Ils décident d'abattre les souches plantées par les Allemands pour barrer l'accès d'une rue. Armés de haches, scies d'andards et de câbles, ils coupent puis abattent les troncs.
Dans le quartier de la gare, alors que les camions emmènent les prisonniers, la vie reprend ses droits. Les bars proposent de la bière, les grands vilets peuvent enfin aller et venir librement. Villedieu est libéré le 2 août, après plusieurs jours de combat dans les environs et malgré les tirs de l'artillerie allemande. Les bombardements du 7 juin, puis des 24 et 25 juillet, ont touché les maisons et l'église, tuant plusieurs civils. Villedieu est situé au carrefour des routes nationales Avranches-Caen et Granville-Paris. L'infanterie américaine traverse la ville, sous le regard de rares habitants. Une femme de la Croix-Rouge française tente de discuter avec les GIs, qui sont en contact avec leur commandement par talkie-walkie. Puis d'autres civils se mêlent au flot des libérateurs. Bientôt, on leur distribue des rafraîchissements, du bon cidre normand qui semble bien apprécié. Au bord de l'eau, deux GIs pansent leurs pieds, fatigués par les longues journées de marche à travers la Normandie. Entre le 31 juillet et le 4 août, le général Leclerc et sa 2e DB débarquent dans la Manche, sur la plage de Utah Beach, à Saint-Martin de Varreville. Dès son débarquement, Leclerc est accueilli par le général américain Walker.
Peu après, il rencontre des officiers alliés. Repiton, chef du 2e bureau, lui sert d'interprète. Cette division française, intégrée aux unités américaines et entièrement équipée de leur matériel, est constituée d'environ 15 000 hommes et femmes et 5 000 véhicules. Les ambulances des Rochambeau se faufilent dans les ruines de Périer. Entre le 1er et le 3 août, 7 divisions américaines ont réussi à passer par la percée d'Avranches en direction de la Bretagne et de la Loire. Le franchissement du pont intact de Pont-Aubeau leur a facilité la tâche. Le 4 août, lors d'une cérémonie qui se déroule sur la place de l'hôtel de ville de Granville, les Américains installent un véhicule équipé de haut-parleurs, comme ils le font régulièrement pour diffuser des informations sur l'évolution de la guerre et de la bataille de Normandie. Des films, constitués à partir des archives tournées sur le terrain, sont parfois diffusés et des expositions de photographies sont régulièrement mises en place dans les villes par les services du Signal Corps, auxquels appartiennent les reporters, photographes et caméramens militaires américains. Le 5 août, les Rochambeau, ambulancières de la 2e DB, ont installé leur campement à l'Essai. Les reporters américains, équipés pour filmer en prenant le son direct, leur rendent visite. Chez Dupont, tout est bon, et chez De Planck, rien n'est à la manque. Ils les filment et enregistrent leurs conversations lors d'une collation sur l'herbe, puis plus tard lors d'une opération de contrôle des ambulances Dodge et de leurs équipages effectuée par Madame Conrad, qui les commande. Leur quotidien est filmé en détail, sans doute pour les besoins de l'information et de la propagande. Donnez-moi, penchez-vous et donnez-moi le numéro de votre voiture. 418, 427, 418, 727, 5 ou 7, 27, 27. Et c'est combien vous avez? Alors, dites-moi, vous êtes trop avancé, voyez-vous. Je vous ai dit un peu avant. 17 000. Et penchez-vous à la fenêtre, comment voulez-vous qu'on vous voit? 317 000. 379. 379. Et c'est lequel numéro, Rochambeau? 14. Et c'est le 14, Rochambeau. Près de l'Essai, les Américains construisent la première base pour les avions B-26 Marauder. Les reporters suivent le quotidien des personnels au sol, mais ils embarquent aussi à bord des avions pour capter les missions de bombardement.
À partir du 6 août, la percée américaine met en mouvement tout le front normand. C'est désormais une course de vitesse pour gagner la bataille. Les Américains avancent vers la Bretagne et vers le sud de la Normandie, en direction de Laval et du Mans, avec la 2e DB du général Leclerc. Les unités britanniques convergent dans l'Orne, vers Flers et Argentan. L'encerclement de la 7e armée allemande se dessine de jour en jour. Le 7 août, des éléments du groupement tactique Langlade de la division Leclerc participent avec une division américaine à la contre-attaque sur Mortain. C'est le premier contact de ces combattants français avec l'ennemi. Les Allemands continuent de se rendre par milliers, mais beaucoup résistent aussi, attaquant les unités blindées américaines avec leurs canons de 88 mm et leurs Panzerfaust. Le 8 août, la contre-attaque allemande sur Mortain, dont le but est de couper les unités alliées en deux près de la côte, échoue après 6 heures de pilonnage par l'aviation. Mortain est prise, reprise et détruite. Suite à cet échec, Hitler ordonne le repli général. Sourdeval est libéré le 13 août. Le 14, tout le département de la Manche est libre. Entre le 15 et le 20 août, les unités allemandes qui ont reflué de toutes parts se trouvent encerclées dans l'Orne par les Alliés, dans ce qui est appelé la poche de Falaise, Argentan-Chambois. C'est ici que la bataille de Normandie se termine le 21 août, même si quelques combats se poursuivent ici ou là jusqu'à fin août. Le spectacle qu'offre le champ de bataille est digne de celui de Stalingrad. Carcasses de véhicules, cadavres de soldats et d'animaux, cratères de bombes. Le 21 août, la poche de Chambois est définitivement fermée. 10 000 Allemands ont été tués ou blessés en 4 jours. 40 000 ont été faits prisonniers. Mais environ 50 000 ont réussi à s'échapper. Mais la guerre est encore loin d'être terminée. Dans la Manche, début 1945, la vie reprend peu à peu et on pense sans doute déjà à la reconstruction. Au mois de juin 1945, les services alliés des Nations Unies se sont installés à Granville, avec leur administration pour le soutien et la réhabilitation, service bien utile après les épreuves subies par tout le département. L'aide américaine apportée dans la Manche ne s'est donc pas cantonnée aux seules opérations militaires de l'été 1944, qui ont amené à sa libération. Dans le cimetière américain de Saint-James, dans le sud de la Manche, parmi les tombes des GIs tombés pour la libération de la France en 1944, John H. Brunea se souvient. Il se souvient de ce 7 juin 1944, quand il a débarqué avec son ambulance sur les traces de ses camarades de la 1re division d'infanterie américaine, la Big Red One, arrivée la veille sur le sol de France, sur la plage d'Omaha Beach, dans le Calvados. Engagé à 20 ans aux USA pour devancer l'appel et ainsi choisir son affectation, il est devenu chauffeur d'une ambulance pour le ramassage et le transport des blessés. Arrivé en Grande-Bretagne le 7 août 1942, il a participé au débarquement et à la bataille d'Afrique du Nord à partir de novembre 1942. Il est rentré en Grande-Bretagne fin 1943. Du fait des séquelles dues au blast d'un bombardement subi en Afrique, il est retiré des unités combattantes quand il arrive en Normandie. Il est envoyé sur le site de Saint-Val-à-Hougue. Il se souvient être allé à Cherbourg avec son ambulance, le jour d'une forte explosion vers le fort du Roule. Des blocs de pierre tombés du ciel. Il a juste eu le temps de sauter de son ambulance pour se cacher en dessous. Plus tard, il a suivi l'avancée du front, transportant des blessés vers les hôpitaux. C'est ainsi qu'il a fait la connaissance d'une jeune Française blessée, qui est devenue sa femme.
Après la guerre, il est retourné aux USA pour quelque temps, puis est rentré en France pour s'occuper des cimetières militaires américains et terminer sa carrière ici, à Saint-James. La patrie dont il a contribué à la libération est un peu devenue la sienne. La Manche est devenue sa terre.